Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble pour le 10h midi avec Gilles Gansman, bonjour, et Karl Zéro, notre invité. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. Mais je suis ravi d'être pour là. Pour ce livre, Karl Zéro balance tout et vous tenez vos promesses, vous balancez tout. Alors vous dites que ce ne sont pas des mémoires, que c'est une balade sur 40 ans de carrière. C'est un peu des mémoires quand même, parce que vous passez en revue. Non, parce que j'ai pas de mémoire. Et depuis que j'ai fini le bouquin, que j'ai écrit en 25 jours, il y a plein de trucs qui me reviennent. Donc, je me dis, il faut faire un tome 2. Il y aura un tome 2. Il y a tellement d'histoires. On va y revenir. Vous parlez évidemment de la télé, vous parlez de tout. On va en parler. Enfin, l'aigle. Oui, puis l'aigle. On a l'aigle. Eh ben oui. L'aiglon. Vous avez regardé ce truc-là? Oui, on a l'aigle. Oui. L'aiglon, ça se termine effectivement par quand le livre apparaît. Je peux pas vous le dire, mais regardez. Et puis effectivement, on a l'aigle de Mask Singer avec nous. Vous regardez la télé, Karl Zéro? À part l'aigle, pas tellement. Pas tellement. Non, vous la regardez pas du tout? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup, à part peut-être des... Non, je regarde plus Internet en fait, mais sinon, bon, je regarde Netflix, je regarde parfois sur LCP, je trouve qu'il y a des sujets, des docs intéressants, sur Arte, mais il n'y a pas grand-chose qui me plaît. Les chaînes d'infos, non. Les chaînes d'infos, pas vraiment. C'est pas. Pourtant, j'ai fait partie. Vous en avez fait, oui. Vous avez été sur BFM, vous en parlez. Oui, mais j'y arrivais pas en fait, parce que c'est tout se vaut et une info chasse l'autre et ça n'a pas de sens. Et je trouve que ça rend idiot les gens. Et donc c'est un mauvais travail, voilà. Vous regardez à ce point-là, BFM est un mauvais travail. Les chaînes d'infos. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Ça te lessive la tête et tu sors de là, t'as oublié aussi vite, et il n'y a rien qui ressort vraiment. Donc, regarde, le coronavirus, on en bouffe, mais jour et nuit. Et ça va, là chez nous, la grippe espagnole, elle a fait, je sais pas, 100 millions de morts. Là, il y a 5000 morts, 3200 morts, je sais pas combien. C'est bon, quoi. J'aime pas cette idée des moutons qui se suivent et qui racontent tous la même chose au même moment. Et vous n'avez pas le réflexe de mettre BFM pour être au courant de l'actu? C'est un réflexe, devenu un réflexe? Non, dans ce cas-là, non, je regarde sur Internet. Sur Internet, vous informez sur Internet. Hier soir, vous avez regardé la télé ou pas? Non, du tout. Du tout. Vous savez même pas ce qu'il y avait hier. Non, qu'est-ce qu'il y avait hier? Eh bien, est arrivé en tête, je donne les audiences tous les matins, sur France 3, le téléfilm policier Prière d'enquêter avec Sabrina Ouazani, qui a fait 4 264 000 téléspectateurs, une 20% pour France 3. C'est un très bon score. Magnum, en revanche, pour TF1, c'est pas terrible. 100 000 téléspectateurs de moins que la semaine dernière, 3 383 000 c'est pas mal quand même. téléspectateurs. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pour TF1, c'est pas suffisant. Et en plus, c'est pas le vrai Magnum, celui de mon enfance. Non. Vous voyez, vous regardez quand même. Vous êtes au courant. Petit, je regardais. Mais j'imagine qu'ils rediffusent pas Magnum avec Tom Selleck. C'est un nouveau Magnum. C'est un nouveau Magnum, effectivement, et qui n'a plus de moustache. Il n'a plus de moustache, et puis surtout, il n'a plus d'intérêt. Higgins est devenu une femme. Allons bon. Higgins, c'est insupportable. C'est pas possible. Non à la parité dans Magnum. Le Gadin, c'est pour France 2 avec le grand oral de Laurent Ruquier. 1 390 000 téléspectateurs. C'est 100 000 de moins que l'année dernière, qui était déjà un flop. C'était tellement bien. Mais c'était tellement nul, pardon. C'était tellement bien. Non, mais je suis ironique. C'était pas bien. Non, il fera le grand écrit, c'est pas grave. Voilà. Et on a alors qu'avez-vous regardé? Nos auditeurs nous appellent tous les matins. Delphine est en ligne avec nous. Bonjour Delphine. Oui, bonjour. Vous avez regardé quoi? J'ai regardé la 3 sur vos bons conseils de hier matin, puisque vous en aviez parlé hier matin. C'est Rémi Pernelet qui tous les matins vous donne des conseils. Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai bien aimé, comme toutes ces séries un petit peu policières sur A3, de meurtre assis, meurtre en Gournouaille, des petits polars comme ça. Ça change. Voilà. Et vous me faisiez sourire à votre Magnum là, parce que c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus ni ses moustaches, ni Higgins, ni Doberman, c'est plus Magnum quoi. Et voilà, c'est générationnel. C'est ça, carrément. Je pense que c'est ça. J'avais bien envie de regarder le premier, mais quand j'ai su que c'était plus lui, c'est pas. Un petit peu fatigué peut-être Tom Selleck maintenant, un petit peu. J'ai peur qu'il soit décédé. Il est mort? Non, il est pas mort. Non, c'est Manix qui est mort. C'est Manix. Merci beaucoup Delphine de nous avoir appelé. C'est quoi vos souvenirs d'enfance? Amicalement vôtre. La une est à vous avec Bernard Gollet. Le samedi après-midi, vous regardiez ça? Avec les mystères de l'Ouest. Il y a les mystères de l'Ouest. On pouvait choisir, soi-disant. Absolument, soi-disant. SVP 11. On tombait sur Guy Darbois et on disait je veux voir les mystères de l'Ouest. Aussi, l'incroyable chapeau melon et bottes de cuir. David Vincent et les envahisseurs. Inoubliable. Les Incorruptibles. Les Incorruptibles. Voilà des feuilletons. Voilà des séries, monsieur. Voilà, c'était fascinant. Fascinant. Zérorama. Zérorama, c'est très peu de temps après. La première fois que vous êtes apparu à la télé, vous?
Ouf. J'ai été invité à Aujourd'hui Madame quand on faisait Jalon. Ouais, alors c'est vraiment, ça doit être 78 ou 79, et je suis venu, je crois que, oui, on avait lancé une campagne pour la réélection de Georges Pompidou, qui avait eu la mauvaise idée de mourir 4 ans avant. Qu'est-ce que c'était drôle, Jalon, c'était délirant, le monstre, oui, délirant. Vous le racontez, vous racontez un petit peu dans le livre. C'est des journaux qui étaient détournés pour nos auditeurs. Des parodies de journaux. Des parodies de journaux, Et puis des campagnes, la manif contre le froid au métro glaciaire, Mitterrand assassin, Verglas complice, non le contraire d'ailleurs, Verglas assassin, Mitterrand complice. C'est toute une époque. Donc c'est ma première télé, mais j'étais très mauvais, j'étais tétanisé. Tétanisé, vous étiez venu faire la promo. Et après ça a été en tant qu'animateur En tant qu'animateur, oui, ça a été Nulle part ailleurs. Ça a été Nulle part ailleurs. Oui, parce que sinon c'était Radio Nova avec Daisy. Et puis, en fait... Non, il y a eu TF1 entre-temps, où j'ai été engagé, bien sûr, par Lelay et Moujotte, avec Jean-Yves Lafesse, pour faire Pirate. On n'a fait qu'un numéro, on s'est fait jeter. Il faut dire, entre-temps, on avait pris le melon, on était payé pour la première fois de notre vie. Et alors, on voulait absolument avoir le final cut, sans bien savoir ce que ça voulait dire, ce qui fait qu'ils nous ont jetés. Oui, c'était pas trop le genre de la télé. Le final cut, c'est compliqué. Vous en parlez assez bien dans le livre. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie Carl, hier, Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, réagissait à l'affaire Mila sur BFM. On peut insulter la religion, c'est une idéologie. Par exemple, on peut insulter le communisme stalinien et maoïste. Staline et Mao ont fait 80 millions de morts. On peut dire que c'est des idéologies de merde, sans aller en prison. Ouais. Ce sont des idéologies criminelles. Et lorsqu'il y a des religions, il y a une part d'une religion qui se radicalise et qui est criminelle et qui fait des morts. Pour ce qu'a dit Mila, la moitié de mes amis sont morts. Dans l'émission de Bruce Toussaint, hier, toujours sur BFM, ils ont ressorti la boîte à archives sur le viol. Alors écoutez bien, c'est édifiant. C'est en 1990, 2 sportifs d'athlétisme qui ont été violés lors d'un stage en préparation. Elles vont être licenciées par la fédération d'athlétisme et leurs agresseurs iront au JO de Barcelone, une petite récompense. Pas mal, édifiant. Et ils ne seront presque pas condamnés. Écoutez l'archive. Leurs 4 agresseurs ont eu pour seule peine quelques mois de prison avec sursis, à la suite de quoi ils ont repris la compétition à haut niveau. Alors qu'en brisant la loi du silence, les 2 jeunes femmes n'ont jamais pu reprendre les entraînements, considérées non pas comme des victimes, mais comme responsables de troubles au sein de la Fédération nationale d'athlétisme. Dans cette histoire, moi je demande qu'est-ce que je deviens, parce que, encore une fois, c'est quand même moi la victime, alors qu'on essaie de me traiter comme une coupable, comme une pestiférée, comme une brebis galeuse. Et je rappelle quand même que je n'ai pas demandé à être violée en stage national. Elle, il faudrait la réinterviewer aujourd'hui. Ça serait très intéressant de voir quelle vie elle a eue, si elle a continué dans le sport ou pas, est-ce que ça a mis un terme à sa carrière. C'est bien parce que c'est en train de s'ouvrir vraiment en ce moment. Ça c'est fort. Je suis ravi parce que c'est quand même une cause pour laquelle je lutte depuis absolument, depuis longtemps, effectivement. Et là, tout d'un coup, les langues se délient et ça commence à sortir. Je crois que c'est à la suite de... En fait, il y a eu MeToo, Balance ton port, puis on commence à s'intéresser aussi aux mineurs. Alors, moi, personnellement, je serais d'avis de supprimer la prescription, totalement. Oui, mais je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire, sur ces affaires-là, c'est trop facile. Quand vous prenez, par exemple, l'affaire Epstein, le fournisseur, c'est Jean-Luc Brunel, c'est un Français. Il fournit des très, très jeunes filles. On parle de 3 jeunes filles de 12 ans, françaises, amenées à Epstein. Eh bien, il y a eu 12 plaintes de victimes. Elles sont toutes prescrites, ce qui fait qu'on ne peut pas poursuivre ce personnage. Et on voit que les femmes parlent 30, 20, 30, 40 ans après, parce que bien souvent on occulte et qu'on occulte et qu'à l'époque ça se faisait pas d'en parler. En fait, ça ne s'est jamais fait d'en parler. C'est la première fois qu'on peut en parler librement. Oui, et qu'on est prise au sérieux, que les femmes sont écoutées et que la parole la parole est écoutée. Bien sûr, bien sûr. Alors Gilles, autre son. Licencié quand même ces 2 femmes, c'est juste dégueulasse. Et puis, alors certains parlent de l'affaire Abitbol, puisqu'on est en train d'en parler tous les 3. Et Candeloro est également partout dans les médias, radio, il est toujours partout. Presse et quotidien. Il a fait passer un petit message subliminal. Non, mais c'est quotidien, oui. Hier soir, il faut expliquer qu'il a recensé un petit peu toutes ses interventions et qui a relevé une chose un peu récurrente. Quotidien a cru voir un message subliminal. Je pense qu'on a tous envie qu'il y ait une nouvelle relève. Ça, c'est sûr. Tout le monde me pousse, moi, à dire il n'y a qu'un mec comme toi, avec l'aura que t'as et ton honnêteté, à reprendre sainement une fédération. Je suis peut-être la personne la
peut-être la plus légitime d'aller reprendre une fédération comme la nôtre. Moi, je suis autant passionné que Didier Guéhaguet. Parce que si un jour, par exemple, je donne un exemple tout bête, je suis président, je peux pas cautionner. Et le dernier, on l'adore. Moi, je pense que je serais à la place de Didier. Il m'aurait passé un coup de fil, il m'aurait dit, écoute, c'est tellement la merde, je te file le bébé. Et pour finir, alors écoutez bien, c'est sur France 3 Régions, ça a beaucoup buzzé sur le web. Alors vous savez, parfois le Rassemblement National manque de candidats. Et c'est un peu le cas à Port-la-Nouvelle. Ils ont donc parachuté Charles Rochagneux, qui a à peine 20 ans et il vient d'arriver. Vous êtes un parachuté ici à Port-la-Nouvelle? Parachuté à Port-la-Nouvelle. Je suis pas un migrant, hein. Je suis français, Port-la-Nouvelle, ça m'appartient. Moi, j'aime Port-la-Nouvelle, je viens à Port-la-Nouvelle depuis que je suis tout petit. Donc pourquoi lui serait pas plus un parachuté que moi? Moi, je suis le sauveur des Nouvelles-Lois, je suis le sauveur de Port-la-Nouvelle. Le sauveur des Nouvelles-Lois, ça c'est génial. Il est formidable. Voilà. Oui, il est génial. Il est absolument génial, il faut le voir avec l'image, effectivement, il est assez marrant. Mais ça vous manque de ne pas commenter l'actualité ou pas? Non, pas du tout. Pas trop. Pas du tout. La télé vous manque? Non, globalement pas beau. Enfin, bon, ben là, par exemple... Vous diriez pas non? Non, ça dépend à quoi. Ça dépend quoi, ouais. Ça dépend vraiment à quoi. Parce qu'il y a plus du tout la liberté que j'ai pu connaître il y a 15-20 ans. Ça n'a plus rien à voir. C'est quand même... T'es obligé... Ça ressemble à aller faire ce qu'on appelle des ménages quand on fait des conventions. Aujourd'hui, la télé, c'est plus ce que c'était. Donc, si c'est pour me trouver face à des gens qui comprennent pas ce qu'on est en train de faire... En fait, leurs centres d'intérêt sont plus du tout les mêmes. Une petite interview en tutoyant Macron. Mais non, mais ça serait du réchauffé, c'est pas utile. Ouais. Quand un truc a existé, c'est pas la peine de vouloir recréer ce truc. Là, par exemple, on fait autre chose. Ah bah autre chose, oui. Là, on fait, par exemple, dans la peau de Macron. Non. Avec Daisy, on a une série sur Arte qui s'appelle L'ombre au tableau. Et là, on est en train de faire Alain Delon. Voilà, on fait des docs. Mais aller faire de l'animation pour de l'animation, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. C'est vide. Daisy, c'est votre femme, hein, Daisy Derrata. Ouais, bien sûr. Il faut le repréciser. C'est un couple d'une longévité assez exceptionnelle, surtout dans nos milieux, certains vous diront. Et oui, bien sûr. Vous racontez votre rencontre avec Daisy à l'âge de 18 ans, et vous lui rendez hommage pratiquement tout au long du livre. Elle est très présente parce qu'elle est toujours là. Ouais, elle est toujours là, et puis elle a été là. Vous revenez assez longuement sur l'affaire Allègre, où vous dites que ça a brisé votre carrière nette, et elle a été là tout le temps. Ça a mis un sérieux coup d'arrêt. Briser, c'est un grand mot. Enfin, c'était le but, en tout cas. Le but, c'était... On va dire de la partie adverse, mais c'est vrai que ça a mis un gros coup d'arrêt, qu'elle a été là, elle a enduré le coup, et elle a vu surtout le téléphone ne plus sonner, le boulot s'en aller, etc. Et elle est restée. Elle aurait pu se barrer. Hein. Ouais. On apprend plein de choses sur vous dans le livre. Vous dites, encore une fois, c'est une balade, ce ne sont pas des mémoires, mais on traverse quand même 40 ans de votre vie, d'émissions, de rencontres qui vous ont marqué. Moi, je ne savais pas que vous aviez voulu devenir flic à un moment. C'est mes parents. C'est mes parents qui s'étaient dit... vous dites, pourquoi pas? J'avais pas trop d'idées, je savais pas du tout quoi faire. Je voyais bien qu'à l'école ça n'allait pas. Ils se sont dit, puisque t'es assez malin, tu pourrais être flic, par exemple. Tu poses des questions, t'es un mec, t'es curieux de nature, bon. Et en fait, Daisy m'a empêché d'y aller. Et elle a je bien pense fait. Non, parce que finalement, parce que regardez, vous êtes revenu au fait divers. Voilà, par le biais de cette affaire Allègre, et ensuite de tous les documentaires sur 13e rue, RMC Découverte, je me suis retrouvé d'une certaine façon à être flic. Un peu flic, mais ce que j'ignorais, c'est que vous aviez été dessinateur de BD au départ. Au tout départ, oui, c'est ça. Tout départ. Mon vrai talent, finalement, c'était le dessin. Mais comme au bout d'une année, j'avais gagné 3000 francs, j'ai dit, j'arrête, c'est trop dur, et je suis devenu journaliste. Vous n'aviez pas vu les crayons de couleur dans Mask Singer, dans le portrait? Mais vous avez vraiment regardé? Mais oui, c'était un indice. Moi, j'adore ce genre d'émission, Valérie. Un peu moins. Vous avez vu les doigts d'honneur et tout? Oui, j'étais le personnage. Qu'est-ce qui vous a appris d'accepter ça? J'ai commencé par refuser pendant 2 mois en disant non, c'est pas à mon niveau, vous êtes gentil. En plus, qui y a dedans? On peut pas te le dire. Vous êtes gentil, je vais me retrouver avec Daniel Gilbert et Léonin Piral, allez vous faire foutre. Et finalement. Tout homme a son prix, c'est ça? Non, oui, ça joue. Et puis ce qui joue, c'est monté. Finalement, c'était la direction générale de TF1 qui m'appelait en me disant faut absolument faut le faire. Et en fait, j'ai pas regretté. Parce que je me suis énormément amusé dans ce truc. Et vous avez vraiment gardé le secret?
Ah, j'ai gardé le secret total. Total. On va reparler du livre. Vous balancez vraiment, vous racontez les choses telles que vous les avez vécues. C'est ma nature, je dis les choses comme elles sont. Non, mais quand même, vous écorchez certaines icônes, en particulier Philippe Gildas. Vous dites, j'avais constaté que au moment de Nulle part ailleurs, les rares fois où Philippe Gildas se risquait à inviter un politique type Jack Lang ou Jack Lang, il le tutoyait en coulisses pour le vouvoyer, à peine le rouge allumé, avec une obséquiosité un peu gluante, son vrai patronyme de Le Prêtre, à Florence sans doute. Donc vous vous êtes dit ce jour-là, moi je ferai l'inverse. Si un jour, si d'aventure je rencontre des politiques et que je dois les interviewer, je ferai l'inverse. Et ça a beaucoup participé au succès de l'émission. Bien sûr, du vrai journal, du vrai journal où vous avez tutoyé les gens. Voilà. Et toujours dans ce même chapitre, vous dites il faut se méfier de l'image des gens, c'est-à-dire que ceux qui ont l'air très sympas, genre Michel Charasse, ne le sont pas forcément. Non. Et à l'inverse, Philippe de Villiers était plutôt sympa. Oui, c'est très étrange. On découvre comme ça des personnalités qu'on ignore et puis, on parle en termes de clients, comme on dit, vous savez bien ce que c'est, vous recevez des gens tous les jours. Il y en a qui s'avèrent d'excellents clients, même si on partage aucune idée avec eux, et d'autres, on se dit, Charasse, il était censé être hyper marrant, en fait, face à moi, c'était pas marrant, parce qu'on voulait être marrants tous les deux, donc ça marchait pas. Moi, c'est un de mes pires souvenirs, Michel Charasse, sur France 3, dans Parole d'expert. Il avait été... odieux, absolument odieux. Absolument hautain, odieux. Il râlait parce que c'était à la Plaine Saint-Denis et que c'était loin du Sénat. D'accord. Et donc... il était très énervé, pas du tout sympa. Après, il s'était calmé, mais c'est vrai que j'avais pas du tout cette image-là non plus. Quel est le plus sale milieu, la télévision ou la politique ? Ex aequo, je dirais. Mais peut-être la politique, quand même. Là, je crois. Mais je sais pas, j'ai pas d'argument. Vous voulez que je vous dise quoi Non, je pose la question. Est-ce que vous balancez, alors j'y vais. C'est facile. Non, je pense que la politique, sans doute, plus encore que la télévision, parce que il y a cet enjeu... de pouvoir qui a moins à la télévision. Rares, au fond, sont ceux qui ont vraiment un peu de pouvoir à la télévision. Les animateurs, ils n'ont pas tellement de pouvoir, les présentateurs non plus. Ils croient à un moment qu'ils en ont. Dans la politique, on a au moins un petit pouvoir au niveau local, etc. Et il y a un enjeu qu'il faut avoir chevillé au corps, qu'on n'a pas forcément à la télé, où il y a plus de, je dirais, de deuxième couteau, quoi. À un moment dans le livre, vous dites, je vous parle d'un autre siècle. Oui. Vous vous sentez comme Michel Sardou ne pas être de ce siècle. Oui, il me fait marrer quand je le vois, il me fait marrer. Il dit ce qu'il pense, il a raison. Ça manque beaucoup aujourd'hui, les personnes qui disent ce qu'elles pensent. Parce qu'on est tous politiquement corrects. Enfin, on est censé être tous politiquement corrects, dire tous la même chose au même moment. Mais on ne l'a jamais dit. On n'a jamais dit les choses. Dans tout, en politique ou en... Ah si, ça vous manque. Si, il y a eu des... Non, il y a eu des tas de personnages qui disaient les choses et qui ont disparu. Toute cette génération un peu Audiard, Jean-Yann, machin, tout ça. Polak à la télé, qui était un peu plus libre. Il y avait des gens qui disaient des trucs. Aujourd'hui, c'est pour ça que aussi les chaînes d'infos sont un peu emmerdantes à regarder, c'est qu'il n'y a pas... Il y a pas de ton. Il manque le ton, il manque la libre expression, et le regard. Et la subjectivité. Tout est assez formaté. Tout est lissé. Donc tout est chiant. Vous dites effectivement, quand vous êtes embauché sur BFM pour faire un show à la Larry King, que vous comprenez assez vite, quand à la veille vous dit au fait tu comptes quand même pas tutoyer tes invités, vous vous dites bon, j'ai compris qu'il m'engageait pour ne pas être moi. Bah oui. Il se disait, il est connu, il peut faire un Larry King, on lui fout des bretelles, il a déjà les lunettes. En fait, peut-être il voulait que je fasse un peu le bourdin. Je sais pas, mais c'était pas moi, puisque moi c'est le tutoiement et c'est pas l'interview rentre dedans comme Bourdin qui crie tout le temps, etc. C'est très différent. C'était plus du second degré, mais qui est quelque chose. Mais qui veut dire quelque chose, qui raconte quelque chose en fait, qui fait qu'on peut cerner mieux quelqu'un. Qu'est-ce que vous regrettez dans l'affaire Allègre et dans tout ce qui vous est arrivé rien du tout. Et dans l'affaire Baudis, rien du tout. Vous aviez la vérité ou pas? La vérité, je l'ai de la bouche. Je le raconte. Vous le racontez dans le livre. Je l'ai de la bouche d'une des anciennes prostituées qui est dans l'affaire et qui me raconte que elle est alors âgée de 16 ans et elle va dans la fameuse maison là du lac où il y avait les parties fines et on lui avait interdit de monter au 2e étage. Elle y monte, elle ouvre la porte et qu'est-ce qu'elle voit? Une petite qui n'a pas encore de sein, donc on peut imaginer 10-12 ans, qui est attachée par terre avec des crochets qui sont dans le mur. Elle referme la porte et elle dit « j'en parlerai plus jamais ». Manque de bol, elle tombe sur un gendarme des années plus tard et qui va lui faire raconter, elle va mettre 2 ans avec l'autre ex-prostituée à raconter
ce qui se passait dans ces maisons. Et après, Baudis, lui, il est arrivé dans l'histoire parce qu'il a voulu passer à la télé chez Claire Chazal, un soir où il transpirait son innocence. pour dire oui, une terrible rumeur va arriver. Bon, alors Baudis, pour être clair, Baudis participe, il n'a jamais ni torturé d'enfants, ni violé d'enfants. Il participait à des soirées chaudes. Voilà, ça arrive. Ça m'a été confirmé, mais de partout. C'est-à-dire, c'était un secret de Polichinelle, cette histoire de Baudis. Là où il n'a pas été très malin, c'est d'aller s'exposer. Je pense que la rumeur serait retombée d'elle-même. Des politiques sur lesquels il y a des rumeurs, vous les connaissez comme moi, ça ne sort jamais. Ne sort jamais. On a parlé au Maroc, de ci, de ça. J'ai pas vu un média sortir un nom, alors qu'on les connaît tous. Et ben dans le cas de Baudis, pourquoi il est allé à la télé ? Mais est-ce que ces histoires sont vraies ? L'histoire du Maroc, pour vous, elle est vraie ? Bon, évidemment qu'elle est vraie. Bien entendu qu'elle est vraie. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Et tout ça a été tenu sous le boisseau pendant très longtemps. Et puis là, le couvercle est en train d'exploser. Non, mais on voit avec l'affaire Maznef, où tout le monde semble d'un seul coup découvrir ses écrits. Et on l'a pas cité hier, on l'a évoqué. Voilà, mais c'était comme si c'était pas grave. Comme si, allez, il faut bien que jeunesse se passe, n'importe quoi. C'était juste dégueulasse. Les gens le savaient, mais ils fermaient les yeux. Et ben, c'est plus tolérable. Donc vous êtes d'accord avec les mouvements MeToo, Weinstein et tout ça ? Moi, j'aurais cru que... Bien sûr. Ah bah oui, à fond la caisse. Et notamment concernant les enfants. Parce qu'un enfant qui est violé, il est fracturé pour la vie entière. Donc, et malheureusement, parfois, il devient lui-même agresseur. Donc, il faut arrêter ça. Vous connaissez la statistique européenne ? Un enfant sur 5 est abusé en Europe. Un enfant sur 5. C'est une statistique de 2016 qui vient du Conseil de l'Europe. Qui en parle ? Ils sont où ces enfants ? Ça fait entre 3 et 5 par classe. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Vous aviez vu le documentaire de Zone Interdite sur l'aide à l'enfance ? Oui. On va en reparler tout à l'heure. C'est absolument terrifiant d'imaginer que c'est un système qui aujourd'hui ne fonctionne pas, que ces enfants qui sont déjà fracassés par la vie sont livrés parfois à des prédateurs et abandonnés. On va en parler dans un instant. Karl Zéro balance tout, vous balancez même sur Johnny. Ça a été repris. Donc quand Cyril Lafito, que je connais bien, a fait la poupée de Johnny, je ne connaissais pas l'anecdote, qu'on lui apporte la poupée dans la loge. Il fait quoi ? Cyril Lafito lui apporte la poupée, sort de la pièce, Johnny déchire la boîte, baisse le pantalon de la poupée et dit « Oh, mais il n'a pas une grosse bite de noir !» Voilà. Et pourquoi ? Et il vous répond ça m'aurait vengé parce que franchement, j'en ai une petite, pas toute petite, mais bon, voilà, toute Johnny. C'est très franc, très drôle et très sympathique. Et il est super, votre bouquin. Et vous aviez prévu que Laetitia serait l'héritière. Quand je l'ai vu débouler, je me suis dit là, c'est malin. Merci beaucoup Karl Zéro d'être venu. Je conseille vraiment votre livre. Karl Zéro balance tout. Il est sincère. C'est le slogan de Sud Radio. Oui, Parlons vrai. C'est Parlons vrai. C'est aux éditions Télémac Plomb. Et vous passerez un super moment parce qu'effectivement, ça parle d'une autre époque. Ça parle vrai. Voilà. Et ça dit plein de choses. On n'a pas tout dit en plus. Merci à vous, Karl Zéro. Merci d'être venu. Et on va parler justement de l'aide sociale à l'enfance et des graves dysfonctionnements dans un instant. Du boulot. Absolument.